de suite, notre grand angle, on s'intéresse ce soir aux élections européennes en Belgique. Entre le 6 et le 9 juin, les citoyens des 27 États membres de l'Union européenne élisent leurs représentants au Parlement. En Belgique, on votera le même jour pour les législatives et pour les régionales. Le 64 minutes reçoit à tour de rôle des figures de proue des différents partis francophones en Belgique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Prévost en duplex de Namur. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes le maire de Namur, vous êtes le maire de Namur, le bourgmestre, comme on dit en Belgique. Vous êtes également le président des Engagés, c'est le parti centriste d'opposition. Historiquement, c'était le grand parti chrétien qui a longtemps dirigé la Belgique avant de connaître un déclin dans les urnes. Aujourd'hui, vous connaissez une sorte de remontada. Est-ce que vous avez envie de revenir au pouvoir ? Oui, bien sûr, j'ai fait un choix assez audacieux et presque contre nature pour un parti politique il y a 5 ans, constatant que nous avions subi un revers électoral et malgré les propositions qui m'avaient été faites pour rentrer dans les attelages gouvernementaux, j'ai fait le choix de l'opposition. Ça me semblait être le choix du respect du vote de l'électeur et surtout une formidable opportunité pour faire ce que les hommes et femmes politiques peut-être font trop rarement, se remettre en question. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, nous étions le parti politique héritier de la démocratie chrétienne. Je ne renie rien de ce qui fut. Simplement, j'estime que faire de la politique aujourd'hui, ça ne doit pas se résumer à uniquement défendre un héritage, mais surtout incarner un espoir pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et donc, nous avons opéré une grande transformation de notre doctrine pour faire en sorte qu'elle soit bien plus moderne par rapport aux préoccupations du quotidien des citoyens. Précisément, en quelques mots, quelle est la ligne que vous souhaitez suivre politiquement ? Alors, on revendique notre centrisme là où souvent on estime que c'est associé à l'indécision, à la mollesse. Pas du tout. Moi, la noblesse de la politique à mes yeux, c'est justement d'œuvrer pour faire en sorte que tout le monde puisse progresser et pas simplement, comme le font trop régulièrement la gauche et la droite, servir uniquement les intérêts de leur classe électorale respective. Ça a été une volonté aussi de déconfessionnaliser l'offre politique. Nous restons évidemment sensibles à tous les droits constitutionnels, y compris celui du culte et de la spiritualité, mais nous estimons clairement que ça ne doit pas guider notre action publique. Et il est vrai que les doctrines d'historique des partis traditionnels ont été conçues parfois il y a un siècle, à un moment où on ne parlait pas de transition climatique, où on ne parlait pas de la révolution numérique, où on ne parlait pas des problèmes de santé mentale, d'addiction aux smartphones et aux tablettes. Et donc il nous fallait offrir à la population, après 2 ans de contact intense avec celle-ci, une offre politique nouvelle, bien plus en phase avec ces réalités du quotidien. Alors, dans le gouvernement actuel, Maxime Prévost, le gouvernement de Crot, les socialistes, il y a des socialistes et des libéraux ensemble. Vous avez parlé de coalition, il y a aussi des écologistes. Ils s'entendent plus très bien et ça devient manifeste. S'ils ne peuvent plus gouverner ensemble, est-ce que votre parti pourrait être en quelque sorte une sorte de faiseur de roi ? Alors effectivement, nous avons actuellement le vent en poupe, et je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais si effectivement les sondages se confirment dans les semaines qui viennent, nous pourrons à nouveau être une force centriste et probablement centrale dans la constitution des futures coalitions. Vous l'avez rappelé, nous sommes face à un gouvernement assez éclectique dans ses couleurs, dans ses idéologies, et on a longtemps pu penser qu'associer la gauche et la droite, ça allait donner une politique du centre. La Belgique a fait la démonstration qu'il n'en était rien. Ça amène juste de la paralysie avec des partenaires gouvernementaux qui se félicitent d'empêcher leurs propres collègues de pouvoir avancer sur des dossiers, alors même que, comme l'exige l'Europe, mais comme notre population est en droit de l'attendre aussi, nous devons mettre en œuvre des réformes structurelles sur la fiscalité, sur les pensions, sur les transitions écologiques également, sur la réhabilitation du pouvoir d'achat. Et donc, pour ça, nous souhaitons que le message désengagé soit bien présent. Aujourd'hui, la part belle est faite au simplisme, au populisme. On voit même une remontée des communistes chez nous. Mais nous considérons que si les citoyens ont de bonnes raisons d'être en colère aujourd'hui face aux crises multiples, s'indigner ne suffit pas, il faut pouvoir s'engager et être des faiseurs de solutions et c'est ce que ma formation politique entend être dans les prochains gouvernements. Justement, avec quel parti est-ce que vous vous sentez le plus à même de faire alliance éventuellement pour un futur gouvernement ? Alors ça dépend des thématiques. Il est clair que sur les enjeux du redressement socio-économique, on aura plus d'affinité avec la droite peut-être qu'avec la gauche, mais nous restons aussi très attentifs
à être au rendez-vous de la solidarité, à faire œuvre de générosité. Et donc sur les dossiers, par exemple, tels que ceux liés à la santé, nous aurons peut-être plus de ponts facilement à jeter avec la gauche. Ce que nous voulons, en fait, c'est du bon sens, du pragmatisme. Les combats de coq idéologiques, les surenchères de slogans, je pense aujourd'hui accentuées par les réseaux sociaux, là, c'est les citoyens. Et je pense que par rapport à ces montées des extrêmes, de gauche comme de droite, plus que jamais, l'intelligence de la nuance est devenue un acte de résistance. Et nous préconisons avec notre force centriste un retour de la raison, avec la capacité de pouvoir expliquer qu'il n'y aura jamais de réponse simple et encore moins simpliste à des problèmes qui par nature sont complexes. Et donc cette intelligence de la nuance, nous voulons l'incarner, la défendre et faire en sorte qu'elle soit faiseur de résultats. Alors justement, vous parliez de colère sociale. Chez vous en Belgique, il y a le PTB, le Parti du Travail de Belgique. C'est un parti qui monte, c'est un peu la gauche radicale. Est-ce qu'il y a des combats sur lesquels vous pourriez faire front commun ? Certainement pas avec l'extrême gauche, avec les communistes francophones. Il faut savoir qu'on a en Belgique francophone une situation un peu atypique en Europe. Il n'y a pas, malgré que nous ayons un scrutin proportionnel à tous les niveaux de pouvoir, de représentants au sein du Parlement de l'extrême droite. Il n'y a pas de formation d'extrême droite structurée parce que de longue date, nous avons pratiqué ce qui s'appelle le cordon sanitaire. Et donc, tant du côté des médias que du côté des politiques, on ne donne pas la parole aux idées de l'extrême droite qu'on juge nauséabondes et contraires au fait à la bonne démocratie. Et donc la colère des citoyens et parfois leurs relents les plus sombres se réfugient alors du côté de l'extrême gauche qui est actuellement en train de monter effectivement dans les sondages. Et donc nous voulons combattre ces simplismes, combattre aussi ces idées qui nous semblent dangereuses pour la cohésion sociale. Et donc ma formation politique centriste ne compte pas donner la main dans des futurs attelages gouvernementaux à cette extrême gauche. Mais une de leurs idées forces à cette extrême gauche, comme vous la qualifiez, c'est la défense du pouvoir d'achat. Quelle est votre proposition à vous, parti centriste, sur cette question ? Alors d'abord, la défense du pouvoir d'achat, ce n'est pas l'apanage de l'extrême gauche. Nous-mêmes, comme formation centriste, on est bien conscients que les citoyens aujourd'hui ont besoin de retrouver de l'oxygène dans leur poche, de capacité de valoriser le travail. Aujourd'hui, en Belgique, il y a un différentiel qui est trop faible entre le bas salaire de quelqu'un qui se lève tout le matin pour aller travailler et le montant de l'allocation de chômage. Et donc nous souhaitons, à travers une réforme fiscale ambitieuse, qui va remettre à plat une série de principes qui ont été hérités de l'après-guerre, là où on taxait lourdement les travailleurs et insuffisamment le capital et les spéculateurs, faire en sorte de permettre qu'il y ait au moins 450 € de différentiel net poche chaque mois entre celui qui se lève le matin pour aller bosser et celui qui ne travaille pas. Parce qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut justifier que 1 € gagné grâce au travail soit plus lourdement taxé qu'1 € gagné par les revenus du capital et donc que les travailleurs soient plus lourdement taxés que les spéculateurs ou que les rentiers. Et donc cet enjeu de justice fiscale, il était aussi au cœur de nos propositions. Alors, vous venez de parler de l'extrême gauche, parlons aussi un petit peu de l'extrême droite. Il n'y en a quasiment pas dans la partie francophone du pays. C'est d'ailleurs une exception en Europe. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Et comme j'ai pu vous l'évoquer, parce que ce cordon sanitaire que nous avons décrété toutes les formations politiques démocratiques depuis maintenant plus de 20 ans est rigoureusement respecté. Les chaînes télévisées, les radios n'organisent pas de débat avec des représentants de l'extrême droite. Les formations politiques plus traditionnelles refusent d'aller débattre avec l'extrême droite. On nous a souvent fait croire que le meilleur moyen d'anéantir les idées nauséabondes de l'extrême droite, c'était d'aller, à force d'arguments sur des plateaux TV, débattre, mais on sait qu'ils utilisent le simplisme, des raccourcis, qu'ils flattent la part sombre des téléspectateurs et donc souvent, par rapport à un discours qui par nature est plus raisonnable, mais les partis traditionnels perdent ce mano à mano avec l'extrême droite et on le voit partout d'ailleurs en Europe, ils sont en train de reprendre du galon. Et donc je crois que ce cordon sanitaire, même si on pourra toujours à l'envie débattre sur son principe démocratique lui-même, refusant de donner une voix à tout un courant fut-il d'extrême droite, mais a au moins les vertus d'empêcher que dans nos assemblées, cette extrême droite soit lourdement représentée. Maintenant, ça n'empêche pas d'être inquiet plus globalement, puisqu'on voit que partout en Europe, l'extrême droite gagne du
du terrain. Et c'est le cas aussi en Belgique, singulièrement dans le nord du pays. Et donc, d'où cette idée que la nuance doit être défendue parce qu'elle est devenue aujourd'hui un acte de résistance démocratique. Justement, dans le nord du pays, en Flandre, par exemple, hein, où l'extrême droite monte grandement, la Bal-Vlaams-Belang pourrait devenir le premier parti côté flamand. Est-ce que vous, ça vous inquiète, francophone? Et puis, peut-être une question au sujet de ce cordon sanitaire. Est-ce que ça veut dire que là-bas, le cordon sanitaire n'a pas fonctionné? Il n'a pas été mis en œuvre dans le nord du pays. C'est vraiment une particularité de la Belgique francophone. Et on voit aussi effectivement que le premier parti annoncé dans les sondages et qui risque d'être confirmé dans les urnes, c'est à nouveau l'extrême droite dans le nord du pays. Raison pour laquelle, étant moi-même député à notre Assemblée fédérale, je suis préoccupé parce que ce résultat, indépendamment de savoir de quelle manière il pourra influencer la constitution du gouvernement flamand lui-même, aura évidemment des répercussions, ne fût-ce que mathématiques, sur la capacité de créer de nouvelles coalitions gouvernementales entre francophones et flamands pour que la Belgique ne connaisse pas un nouvel épisode tristement célèbre de plus de 500 jours sans gouvernement. Alors les actuels gouvernements sont en affaires courantes désormais, la Chambre a été dissoute, mais on espère qu'il ne nous faudra plus des lustres pour pouvoir remettre sur les fonds baptismaux un nouveau gouvernement d'ambition pour notre population, répondant évidemment aux attentes de nos citoyens et citoyennes, mais également aux exigences légitime de l'Europe en matière d'assainissement budgétaire, en matière aussi d'impulsion vers le Green Deal et de transitions multiples à devoir réaliser et réussir. Oui, d'ailleurs, puisque vous en parlez, une petite question peut-être au sujet de cette guerre entre francophones et flamands, hein, dont on parle dans le monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de l'intérieur, que ça s'est plutôt apaisé ou pas? Alors tout dépend vers qui vous tournez l'oreille. Si vous la tournez vers les indépendantistes ou vers l'extrême droite, alors effectivement on est toujours là dans une course à l'échalote de caricatures de plus en plus excessives et grossières. Maintenant je pense que le climat général politique s'est apaisé, chacun ayant bien compris que si des réformes institutionnelles restaient probablement souhaitables en Belgique, pas pour dépecer davantage l'État belge, mais pour le rendre simplement plus efficace, nous ne sommes pas le seul État fédéral dans le monde. Simplement, il y a une inefficacité d'une série de politiques publiques en raison d'un partage des compétences inopportun entre les strates fédérales et régionales qui méritent d'être améliorées. Mais l'urgence aujourd'hui, elle n'est pas à ces débats institutionnels. Et ça, je pense que l'ensemble des formations politiques l'ont bien mesuré. Elle est d'abord à être au rendez-vous des préoccupations socio-économiques pour la relance de notre économie, de nos industries, l'attractivité des employeurs et des indépendants, mais aussi amplifier le pouvoir d'achat des citoyens, que ce soit les jeunes qui cherchent à se lancer dans la vie ou que ce soit les pensionnés qui méritent de pouvoir vivre plus dignement. Une question de politique étrangère, Maxime Prévost. Vous parliez de la Belgique comme d'un État fédéral. Est-ce que vous pensez que la Belgique, avec son expérience, pourrait servir peut-être de modèle quand on regarde ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, quand on parle d'une solution à deux États, par exemple, entre Israël et la Palestine? Est-ce que vous pensez que la Belgique pourrait avoir des enseignements à donner pour une coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens? Oh, il faut être très humble et modeste quand il s'agit de donner des leçons à d'autres. Je sais qu'en tout cas, un grand nombre de nos experts constitutionnalistes sont régulièrement sollicités à travers le globe pour pouvoir essayer d'expliquer comment la créativité belge a permis d'arrondir les angles, de permettre une cohabitation qui est objectivement, quoi qu'on puisse en penser, très largement harmonieuse sur le territoire. Après, il y a une tension et une situation vraiment extrêmement délicate au Proche-Orient. Nous sommes, nous, comme formation centriste, désireux évidemment de la concrétisation de cette approche à deux États. Aujourd'hui, même si on a pu comprendre la réaction d'Israël après avoir été attaqué par les terroristes du Hamas, on remarque aussi qu'il y a une disproportion manifeste dans la réaction et qui mérite effectivement d'être condamnée par la communauté internationale. Ce n'est évidemment pas acceptable sur le plan du droit international et sur le plan humain. Ça va laisser des stigmates aussi pour des générations entières et donc le risque d'un embrassement qui sera constant. Et donc si modestement la Belgique, qui a toujours été un acteur de compromis, peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense que notre gouvernement, à travers l'ensemble de ses représentants, doit pouvoir alors y apporter sa modeste contribution. Alors, le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a
a indiqué qu'il souhaitait des sanctions commerciales contre Israël pour l'obliger à négocier une solution politique. Ce serait un embargo, par exemple, sur les produits israéliens des colonies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On l'a fait, par exemple, pour la Crimée, quand la Russie l'a annexée. Alors personnellement, je n'ai pas de difficulté à envisager qu'on hausse le ton, pas seulement diplomatiquement, mais également économiquement, avec des mécanismes aussi qui s'apparentent à des sanctions. Il faut juste faire en sorte qu'elles soient adéquatement ciblées. Quand on parle par exemple de l'interdiction des produits qui viennent des colonies, ne perdons pas de vue que dans ces colonies, un grand nombre de ces produits sont réalisés et construits par les Palestiniens eux-mêmes. Et donc il faudrait éviter que ce soit finalement, eux, les victimes collatérales de ces dispositifs, mais par contre qu'il y ait à un moment donné de la part de la communauté internationale, et si ça peut être à l'impulsion de la Belgique qui assume actuellement la présidence de l'Europe, qu'il y ait effectivement des capacités de faire comprendre à Israël qu'il faut retrouver la raison dans la proportion de son action de défense, comme elle la qualifie, je crois que ça devient désormais indispensable. La communauté internationale a raison de s'indigner par rapport à ce que vit actuellement de manière disproportionnée le peuple palestinien. Merci à vous, Maxime Prévost, bourgmestre de Namur et président du parti Les Engagés, parti centriste d'opposition. Merci à vous.